Le 3 octobre 2007 sort l'épisode 155 au Japon, concluant l'arc de Yubel et Dimension World. L'épisode suivant ouvre la saison 4 et sortira une semaine plus tard. À cette même période chez les USA, la version 4Kids allait sortir l'épisode 122 et ne sort l'épisode 155 qu'en juillet 2008. On pensait simplement que 4Kids continuerait à sortir GX normalement et à faire la saison 4 car au Japon, GX est fini depuis mars 2008. Malheureusement non, car 5D est arrivé. Avril 2008 au Japon et juillet 2008 chez 4Kids. Ah bah, ni les Japonais ni les Américains perdent leur temps, ça c'est sûr. D'ailleurs à cause de Xexal, la série qui suit, ils referont la même crasse à 5D, c'est-à-dire ne pas diffuser, doubler et censurer la dernière saison. Vous avez voté pour la saison 4, et je vous en remercie tout particulièrement. Aujourd'hui, on va parler des 24 derniers épisodes de GX qui ne sont jamais sortis. On va parler de la véritable fin de Yu-Gi-Oh! GX et on va lui apporter les honneurs qu'elle n'a pas reçus. Je suis Pias Psychoquack et vous regardez la saison 4 de GX. La saison jamais sortie chez nous. Une grosse partie de la saison 3 est un Battle Royale où on voit un par un nos personnages être envoyés dans les étoiles. Ou mourir, ça dépend. Bien évidemment, ils ne meurent pas. Et cette saison se passe énormément dans les dimensions. D'ailleurs, malheureusement, l'excuse du « je trouve que les dimensions rendent la série mauvaise » ne marche pas. Car depuis le début de GX, on en a vu 3. La dimension des gardiens de tombeau, la dimension de glace avec Kaibaman, et les dimensions des néospatiens. L'antagoniste principal est Yubel, une femme extrêmement sadique et folle qui est dans le passé de Jaden depuis toujours. C'est très compliqué de parler de sa personnalité et je pense honnêtement que c'est le personnage le plus modifié de GX avec Charlie, Crawler et Aster. Si je devais faire l'histoire de façon brute... Yubel était une femme d'un ancien empire qui a accepté de se transformer en gardien pour protéger son meilleur ami doté de pouvoirs de ténèbres. Elle a veillé jusqu'à l'ère moderne où elle est devenue une carte qui fut trouvée par le père de Jaden. La carte l'a reconnue et a promis de le protéger, quitte à blesser gravement les amis de Jaden pendant les duels. Tout le monde ne voulait plus de lui à cause de cela, du coup il l'a envoyé dans l'espace avec ses cartes de concours dans une autre capsule, mais cette capsule a été touchée par une lumière de la destruction qui a rendu Yubel folle, faisant faire des cauchemars à Jaden, l'obligeant donc à être opéré, ce qui lui a fait perdre la mémoire et donc il a oublié tout ça. La capsule s'est crachée, ce qui a détruit une partie du corps de Yubel. Le professeur Texalonixus l'a retrouvé et lui a promis de faire revenir à la vie son fils mort percuté par un camion. Non, attendez, je veux dire faire revenir à la vie son fils mort de maladie. Ah merde, dans les deux versions, le gamin est mort. Elle a promis en échange qu'elle retrouve son corps avec les biobandes. Elle retrouve son corps puis tue le professeur. Non, attendez, il disparaît juste. Puis elle est folle, fait souffrir, veut détruire les dimensions juste pour en créer une pour elle et Jaden. Mais au final, Jaden lui pardonne, dit qu'elle l'aime et qu'elle l'aimera pour toujours. Non, attendez, il dit simplement que cette intention n'était pas mauvaise, qui a juste voulu faire ça sans méchanceté. Ils fusionnent tous les deux et dans 4Kids, Jaden meurt. Fin de la saison 3. Ah, et dans l'original, Jaden atterrit comme une météorite et demande s'il mange des crevettes. Fin de la saison 3. La saison 4 commence directement dans le vif du sujet avec une histoire de corruption, de cartes et une ombre noire maléfique qui se trouve dans la Duel Academy. Pour des raisons personnelles et j'en suis désolé, j'ai décidé de nommer tous les personnages par leur nom d'origine. Shaw nous fait un briefing de ce qui s'est passé. Les 3 champions restants, à savoir Johan, Jim et O'Brien, Gecko et sa pote sont officiellement morts, sont rentrés chez eux, ainsi que Napoléon et son fils. Absolument tous les rouges ont été promus jaunes et pas mal de jaunes ont été promus bleus. Judei reste le seul rouge pour des raisons personnelles, Tyranno reste le seul jaune important, à savoir que Bastien est resté dans une dimension avec Tanya, il se tape la cougar Amazune, ce petit saligo. Ray et Manjone sont devenus des bleus obélisques. On suit donc une histoire où les nouvelles cartes sont corrompues et ne marchent pas. Notre groupe fait donc son enquête, Judei lui reste dans son coin, mais alerté par Kuribo, il trouvera l'ombre nommée Truman et fera un duel contre lui. Voilà, le premier épisode de la saison 4. D'ailleurs, c'est durant cette saison que les disques de duel sont modifiés, arborant les couleurs des dortoirs. Le plus gros changement qui frappe est le comportement de Jaden qui devient extrêmement différent. Il n'est plus du tout dans un délire drôle mais devient froid et agressif. D'ailleurs, le combat qu'il fait contre Truman se fait en seulement 4 tours. Et on apprend que la fusion s'est bien déroulée entre Jaden et Yubel, car il arrive à déjouer un sort d'hypnose lancé par un faux camarade de classe. Voilà donc le premier épisode de la saison 4. Je vous avoue qu'il m'a surpris et pas forcément en positif. Mais bon, on ne critique pas un livre à sa première page. Voyons donc les autres épisodes. Après un début pas folichon, bon après on va pas lui en vouloir, faut bien commencer quelque part, l'histoire commence sur un flashback de Fubuki et Fujiwara dans le dortoir abandonné.
Les épisodes 158 et 159 sont surtout des épisodes pour Fubuki d'ailleurs, sur son passé et la période où il était Darkness. Judai tente de quitter l'école car il se sent responsable, mais il est arrêté par les anciens antagonistes, à savoir l'ancien directeur de la saison 1 et Sayo, qui lui explique qu'il n'a pas à être responsable, puis nouvelle attaque de Truman qui perd de nouveau. Pendant ce temps, à cause des flashbacks et cauchemars de Fubuki, il retourne dans le dortoir abandonné. Heureusement, O'Brien qui travaille maintenant pour Judai et la Duel Academy le sauve. Devant le lit, Asuka essaye de parler à Judai et lui demande de péter un coup parce que bordel, ça se voit un peu que Judai est changé. Après, Fubuki se réveille et demande à faire un combat sous Darkness, ce qui lui permettra de retrouver la mémoire. Il la retrouve, puis pendant qu'on apprend que Fujiwara était un ami à lui qui a fait un pacte de sang âme contre Deck Dragon Noir qui l'a conduit à la mort, la personne était en fait Honest, un monstre de la dimension des monstres qui était fidèle à lui et qui veut se venger en tuant Fubuki et le groupe. Au final, il se calme, nous raconte l'histoire des monstres et du déséquilibre qu'il y a depuis l'arc Yubel et que les ténèbres prennent pouvoir, puis Honest se fait tuer par Truman qui perd encore contre Judai. Le calme avant la tempête. 7 épisodes filler ayant pour but de remplir et renforcer l'histoire de quelques personnages principaux de la série. D'ailleurs, ces épisodes ont aussi pour but de soulager le caractère de Judai et de le rendre comme avant. La première histoire est d'ailleurs sur son caractère, auquel Asuka n'accepte plus. Elle décide donc d'utiliser le tournoi junior 2v2 pour l'aider. Mais Judai ne joue toujours pas en équipe, du coup réactive une carte spéciale, qui change les coéquipiers. Du coup, Judai se retrouve avec Rei, mais il a compris la leçon et joue en équipe, ce qui rend Asuka jalouse. Mais après avoir dit des trucs gentils sur la première rencontre, les hormones d'Asuka mouillent comme une journée normale en Bretagne et se remettent en équipe, et gagnent le match bien sûr. Mais à la fin, comme tout bon shonen, Asuka essaye de livrer ses sentiments, mais Judai, comme tout bon protagoniste, ne comprend pas sa pâtée de mots et salue amicalement son ami. Mais bordel, Asuka, fais gaffe, il va finir avec Banjom sinon. Dans l'histoire suivante concernant les frères Marufuji, l'académie retrouve Ryo sur la plage, car oui, j'avais oublié de le dire que normalement, il était coincé dans les dimensions. On retrouve un Ryo extrêmement chill et sympa, encore plus que la saison 1, mais un certain Inotsume, maître du deck Psyyo, souhaite le battre et malheureusement son cœur n'est toujours pas en état. Il essaye mais en meurt presque. Sho découvre que c'est le deck le coupable. Il décide donc de le diluer et d'ajouter d'autres cartes. Il prend la revanche de son frère et gagne. Et Ryo est fier de lui et donne son deck et se promettent de créer une ligue pro ensemble. En parlant de pro, Banjome n'arrive pas à devenir joueur pro. Du coup il devient l'apprenti de Edo et travaille très dur à faire le sale travail. Alors que tout allait bien, il perd une carte extrêmement rare et risque avec Edo beaucoup de problèmes. Il fait donc sans le savoir un match important dont il perd et se fait virer. Mais vu qu'il était déguisé en Ojama, il obtient un petit public et Mike, un présentateur qui a bossé pour Edo, lui propose un contrat alors que Edo perd tout. On apprend de la part de Esmeralda, l'assistante de Edo, que c'est Mike qui est le voleur. Un duel entre Banjome et Edo doit se former et ils en profitent pour faire tomber Mike et tout est bien qui finit bien. Le dernier épisode est assez triste car il est sur le doyen Chronos des Médicis qui est au final très triste de voir ses élèves partir. Il va donc leur faire échouer leur examen pour les revoir. Il fait un duel contre Judai qui a pour but d'enterrer l'âge de guerre. Très bel épisode. Après un début assez hard, avec de la manipulation d'enfants qui nous met tout de suite dans le bain, la Duel Academy crée un nouveau concours sur des points, un peu comme le tournoi GX. Le premier qui arrive à 100 points est qualifié, puis celui qui a le plus de points obtiendra une copie du deck de Yugi. Tout le monde souhaite affronter les héros, et on voit Judai affronter un certain Sorano. Pendant ce temps, les habitants commencent à disparaître en ville. En fin d'épisode, on voit des scènes assez atroces qui nous font vite comprendre qu'on a atteint un point jamais arrivé depuis la création de Yu-Gi-Oh! Judai va donc voir O'Brien à Domino City. L'épisode 169 est un combat entre Truman et O'Brien, qui est très psychologique et assez lugubre. Truman prend l'apparence du père de O'Brien et lui remémore le terrible accident de voiture où il a pu sauver qu'un de ses deux parents. Une guerre psychologique s'ensuit, et O'Brien n'en est pas indifférent. Il perd et disparaît. À la fin, on voit une maison de montagne, les parents de O'Brien qui vont bien, puis l'ombre de O'Brien qui vient vers eux, et les lobotomisent pour un lavage de cerveau. Cet arc glace le sang. C'est le début officiel du Dakunetsu no Sekai, le monde des ténèbres. Des clones de O'Brien attaquent Judai. Sayo l'aide au dernier moment. Il lui explique la situation et le force à l'affronter en duel car sa sœur Mizushi a rejoint le monde des ténèbres et veut la sauver. Il n'hésite pas à tricher d'ailleurs.
Pendant ce temps, les autres voient le problème de disparition et se rendent compte qu'ils perdent aussi la mémoire. De nouveau, Judai a trouvé une technique, arrive à battre Sayo, il est envoyé au monde des ténèbres et le bâtiment explose. Le bâtiment explose et Judai manque à mourir. Il sort rapidement mais perd la raison. Il voit Truman qui veut l'aider et Judai l'affronte. À la fin, on se rend compte que c'est Johan, il arrive à nettoyer l'âme de Judai et retourne à la Duel Academy. Pendant ce temps, Tyranno retrouve l'ombre de Sorano et l'affronte. Le duel est serré, mais l'ombre retrouve le point faible de Tyranno, à savoir son ADN de dinosaure. Il le fait passer pour un méchant dinosaure avant de lui faire une simulation de lui se faisant dévorer vivant avec toute la douleur qui va avec. Puis il perd dans d'horribles souffrances. L'épisode le plus hardcore à l'heure actuelle, aussi le meilleur épisode. Sorano continue son génocide, il arrive à avoir Sho qui disparaît dans les ténèbres. Fubuki, Manjome, Asuka, Momoe et Junko se cachent dans la Duel Academy mais sont retrouvés facilement. Les filles et Manjome sont envoyées dans le monde des ténèbres et Truman décide d'épargner Fubuki et de le laisser sans mémoire vagabonder dans l'académie. N'arrivant même pas à se souvenir de sa sœur qui a disparu devant elle, cependant il a l'idée d'utiliser le masque Darkness qu'il contrôle afin de voir l'intérieur du monde des ténèbres et de voir où sont ses amis. Il les trouve et se rend compte qu'ils sont tous tourmentés. Manjome refait en boucle des combats auxquels il perd, Asuka se fait insulter par ses élèves qui ne croient pas en elle, Sho doit prendre la place de Ryo et tout porter sur ses épaules sans pouvoir réussir. Cela lui permet de se souvenir de ses amis. Les Truman lui demandent ensuite d'affronter Nightstraw, qui arrive encore une fois à manipuler leur adversaire pour lui faire perdre. Heureusement, Judai et Johan arrivent au bon moment. L'aide extérieure permet à Fubuki de se maintenir psychologiquement, puis on voit le visage de Nightstraw, qui n'est d'autre que celui de Fujiwara. L'épisode est juste dingue et touchant à regarder. J'ai voulu parler plus de cet épisode car il m'a impacté d'une force. C'est d'ailleurs le seul épisode où dans les extraits j'ai enregistré plus de 5 minutes. Même plus de 10. Même plus de 15. Le 174 c'est le dessert de l'épisode 173. Le duel continue et on voit les pensées de Sho, Manjome et Asuka de pire en pire. Je ne parle pas du combat car en réalité c'est la dernière de mes pensées. J'étais absorbé par l'histoire sombre. Mais en gros la fin du combat est spéciale. De base Fubuki arrive à manipuler Fujiwara et ils perdent tous les deux. Mais ensuite une sorte de retour dans le passé s'effectue et Fujiwara change de comportement et il arrive à vaincre Fubuki. Non, très honnêtement, si vous aimez l'horreur psychologique, les épisodes 173 et 174 sont vraiment excellents. Honest apparaît en esprit, Judai promet de sauver le peu de Fujiwara contrôlé par Night. Judai et Johan font un duel triangle, le combat est équilibré. Puis Fujiwara réutilise ses pouvoirs de persuasion sur Johan, cependant son esprit est résistant. Le combat continue en la faveur des héros. Après un retournement de situation, on apprend un peu du passé de Fujiwara et pourquoi il fait tout ça. C'est en réalité un gamin qui a vu ses parents mourir et qui essaye d'oublier ce moment traumatisant. Le combat continue et Johan se sacrifie pour sauver Judai. Le combat se termine, les Truman sont tous détruits. Judai se rend compte qu'il est le dernier humain sur Terre. Quand il retourne à l'entrée, il se rend compte que Johan a disparu aussi. Puis l'âme de Banner arrive pour le voir et Night apparaît sous sa forme complète. Il lui dit que ce qu'il fait c'est normal, que c'est ce que les gens veulent et montre les souvenirs qu'il avait montrés à Fubuki. Puis duel. Là pour le coup je vais pas trop parler du duel pour vous inciter à regarder la fin. Mais comme tous les duels, il y a beaucoup de retournements de situation et beaucoup de chance. Je dirais seulement que Judai gagne et on voit Yubel. Bah comme en fait tous les duels de Judai en fait. Les 75 grosses victoires durant les 180 épisodes si on ne compte pas les draws, les annulations ou encore les 4 loses. Les 2 derniers épisodes de l'anime. Malgré le refus de Chronos car trop triste et qui se fait jarter, le directeur fait la remise des notes de tournoi. Manjome, Asuka et Sho finissent premier ex-aequo, mais ils refusent le deck de Yugi car ce n'est pas leur deck à eux. Dans le public, on voit beaucoup d'anciens élèves avec leur épisode à eux, comme Ben, Beauregard, Vladimir, Belowski, Mindy, Jasmine, Sorano ou Bob. Kazan lit avec tristesse la remise des diplômes mais n'arrive pas et se fait jarter. Asuka fait un discours beau et tout le monde reçoit son diplôme. Feu d'artifice, gros buffet, les Tenjoin sortent le gros lot en termes de vêtements, on voit O'Brien et Johan, on retrouve Fujiwara qui va beaucoup mieux, on voit l'ancien directeur, Sayo, Mizushi, bref, on croise tout le monde. Judai lui, moins fêtard, reste dans le dortoir et prépare ses affaires et parle à son ancien professeur qu'il a toujours aimé, Monsieur Deitokuchi. Puis Koribo Ele le force à se déplacer jusqu'à la pièce du deck de Yugi. Puis là on voit Yugimoto. Puis moment de fin de service match entre Yugimoto et Judai Yuki, dont je ne dirai rien et je ne montrerai aucune image, je vous laisse tout.
Après le duel, Jaden retourne dans le présent, on le voit dans un désert, il trouve le pharaon et l'âme de Daito Kuji, trouve une lettre écrite de tous ses amis. Minna Et décide de suivre le vent et de ne pas s'arrêter. Je vais passer à ma critique de la saison 4. Même si je trouve que sa fin aurait pu être mieux, Judai est pour moi un des meilleurs. Il a une grande évolution, passant d'un traumatisé et reprenant de la vie épisode après épisode. Je serai honnête avec vous, si Yugi a le style et le chara-design, Judai est celui qui a la meilleure mentalité, tous héros de Yu-Gi-Oh confondus. Sho, Manjome et Asuka sont pour moi les protagonistes les mieux présentés et les plus propres. Ils ont leur importance dans cette saison, ont chacun leurs 2 épisodes à eux, sont les plus montrés, gagnent le tournoi, et même dans le monde des ténèbres, on continue de les voir avec leurs malheurs et tourments. Ils ont beaucoup d'avenir, et j'ai apprécié de les voir. Comparé à d'autres personnages comme Kenzan ou Rei, qui sont pour moi plus laissés de côté, n'ont pas d'épisode à eux et on les voit pas dans le monde des ténèbres. Si encore Kenzan est un peu vu, a un petit rôle et une disparition classe, Rei est totalement délaissé. Cette saison est aussi une saison à Fubuki, représenté dans les saisons d'avant, il est très présent et tient le plus longtemps à la fin. Je suis cependant déçu que son ami Fujiwara ne soit pas mort, car au final pour une série aussi sombre, ça manque cruellement de mort. Ryo est pour moi un sauvetage miraculeux. De base, je n'étais pas d'accord qu'il soit retrouvé, mais entre sa personnalité ultra gentille, le fait qu'il devient cardiaque en fauteuil roulant et qu'il décide de donner son deck pour dire à Sho qu'il est meilleur, je dirais qu'il a eu une bonne évolution. Content que Seiyo revienne, et que d'autres personnages aussi. Je pense cependant qu'ils auraient pu donner plus de choses pour Edo. Chronos des Médicis a une fin incroyable. J'ai toujours été dégoûté que 4Kids gâche ce personnage. Cet épisode aurait tellement pu être un moyen pour montrer à l'Occident qu'il n'est pas un mauvais personnage. Pour ce qui est des 3 champions, dommage que Jim ne revienne pas. C'était mon préféré des 3 quand j'étais petit. Cependant les 2 autres, c'est comme de l'eau. C'est à volonté. Je suis très content de cette saison 4 et je suis content d'avoir fini Yu-Gi-Oh! GX. En plus, la fin n'est pas mauvaise. Le débat Yu-Gi-Oh! Contre Yu-Gi-Oh! GX est discutable et mitigé. Cependant, contre les prochains Yu-Gi-Oh! Qui sortiront, il n'est pas compliqué de dire que GX est meilleur de ce qui suit. Tout simplement car GX ne crée pas un type de carte comme les autres séries le feront, avec les synchros, les xigs, les pendules ou les liens, mais ne fait que booster les cartes fusion, ce qui les rend utiles. Je n'ai pas l'envie tout de suite de sortir la saison 3, cependant je vous demande de poster un commentaire en rapport avec Yu-Gi-Oh! Je vous demanderai votre avis sur la série, mais surtout j'ai besoin de votre analyse sur la censure et votre avis. Je sortirai une vidéo débat sur cette chaîne et je parlerai de tout ça, tout en donnant un avis beaucoup plus précis que 20 minutes de vidéo. Comme d'habitude, je remercie Glyph Studio pour la miniature, je remercie une nouvelle fois Kazuki Takahashi pour l'œuvre, et je vous remercie pour votre écoute. C'était Ipsias Psychoquack. Très bonne soirée à vous.